Docteur Synapse. Le potassium. Le potassium est un ion qui est extrêmement bien régulé au sein de notre organisme. Cette vidéo va être organisée en plusieurs parties. D'abord, comment est distribué le potassium dans notre corps? Voici une cellule. 98% du potassium se retrouve à l'intérieur des cellules, alors que seulement 2% du potassium est extracellulaire. Après avoir parlé de la distribution du potassium, nous allons maintenant parler des entrées du potassium. Les apports alimentaires quotidiens en potassium pour un régime occidental représentent 70 à 150 millimoles par jour. Après la rentrée du potassium dans le système digestif, celui-ci, c'est-à-dire le potassium, va être absorbé dans le jéjunum, l'iléon et le côlon. Les sorties extrarénales du potassium, c'est-à-dire digestives, représentent 5 à 10%. Celles-ci ne sont pas du tout régulées. Pour les entrées de potassium, à côté des apports digestifs, nous pouvons réaliser des entrées intraveineuses. Après avoir parlé des entrées du potassium, nous allons nous intéresser aux sorties du potassium, qui sont surtout régulées par les reins. Retiens que l'excrétion du potassium est régulée par le rein. Lors de cette quatrième partie, nous allons parler de la concentration plasmatique du potassium. Voici un vaisseau sanguin en rose et en haut, je vais dessiner 4 cellules. Entre 98 et 99% du potassium va se retrouver en intracellulaire, alors que seulement 1 à 2% du potassium va se retrouver à l'intérieur des vaisseaux. La concentration plasmatique du potassium normale est comprise entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Plusieurs acteurs interviennent dans la régulation de la concentration plasmatique du potassium. D'abord, le rein, l'état acide-base, mais aussi l'insuline et les catécholamines. Nous allons maintenant détailler comment l'état acide-base, l'insuline et les catécholamines régulent le potassium intraplasmatique. Cette régulation se fait par shift cellulaire. Ça veut dire que le potassium est régulé en le faisant rentrer ou sortir de la cellule. On va schématiser tout ça. Voici deux gros biceps. Que va-t-il se passer quant à une augmentation de catécholamines? Voici une cellule musculaire. En haut, je dessine la pompe Na+K+ ATPase. Plus bas, je dessine le récepteur β2 adrénergique. Les catécholamines peuvent être responsables de l'activation des récepteurs β2 adrénergiques, ce qui va stimuler la Na+K+ ATPase et donc entrée de potassium à l'intérieur de la cellule, ce qui entraîne une diminution du potassium intraplasmatique. Aussi, l'augmentation de l'insuline va être responsable de l'activation de la pompe Na+K+ ATPase. On aura alors une diminution du potassium intraplasmatique. Passons maintenant à l'état acide-base. Voici encore deux cellules musculaires. Ok, lorsque tu as une augmentation des ions H+, tu auras une diminution du pH. La diminution du pH va inactiver l'échangeur H+K+, mais aussi la pompe Na+K+ ATPase, ce qui entraîne une augmentation de la concentration plasmatique de potassium. Un autre mécanisme de l'acidose est lorsque tu as une augmentation des ions H+ dans le sang, diminution des ions bicarbonate. Vu que tu as une diminution des ions bicarbonate, on aura une activation plus importante de l'échangeur
Cl-HCO3-, l'HCO3- va sortir et le Cl- va rentrer. Vu que tu auras plus de Cl- qui va rentrer à l'intérieur de la cellule, on aura une activation du cotransporteur Cl- potassium qui va les faire sortir. Ce qui cause alors une augmentation de la concentration de potassium dans le plasma. Nous allons maintenant parler de la partie la plus importante, c'est-à-dire la sécrétion du potassium par les reins. La première étape est l'arrivée du potassium au niveau du néphron. 100% du potassium qui arrive au niveau des reins va être filtré. Le potassium passe d'abord par le tubule proximal. On aura alors un transport passif entre les cellules de 60 à 75% du potassium qui arrive au niveau du tubule proximal. Ensuite, anse descendante, puis ascendante de l'anse de Henle. Il faut retenir le cotransporteur NKCC2, Na+, K+, 2Cl-, sur lequel on va revenir après. Et principalement par rapport au mécanisme d'action du furosémide, l'anse ascendante de Henle va permettre le recyclage du potassium. Comment ça va se passer? Tu as d'abord une entrée de sodium, potassium et de chlore. Et par la suite, le potassium pourra ressortir par le canal Rom-K. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie du rein qui régule de façon très précise le potassium, le tubule collecteur. Comment va être réalisée cette régulation de sécrétion du potassium au niveau du tubule collecteur? Je vais maintenant détailler plusieurs mécanismes qui régulent la sécrétion du potassium au niveau du tubule collecteur. D'abord, le débit urinaire. Voici une cellule principale du tubule collecteur. À gauche, tu as l'urine, et à droite, au niveau basal, tu as d'abord la pompe Na+, K+, ATPase, et à côté, les vaisseaux. Et au niveau apical, tu as en bas un canal potassium et en haut un canal sodium. Cette cellule s'appelle cellule principale du tubule collecteur. Imagine que tu as un débit urinaire très élevé. Le débit urinaire va être tellement élevé qu'on aura une sorte de dilution du potassium au niveau urinaire. Vu que la concentration de potassium sera plus importante à l'intérieur de la cellule par rapport aux urines, et donc le potassium aura tendance à sortir de la cellule et passer vers les urines. Si on élimine plus de potassium au niveau des urines, on aura alors moins de potassium au niveau plasmatique. On conclut alors que le débit urinaire, s'il est élevé, il va entraîner une diminution de la concentration du potassium dans le plasma, alors que si le débit urinaire est diminué, il va augmenter la concentration de potassium dans le plasma. Deuxième mécanisme. Nous reprenons notre même cellule principale, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'aldostérone et son mécanisme d'action. Comment est-ce qu'elle va agir au niveau de la cellule principale? Elle va activer la pompe Na+, K+, ATPase et augmenter le nombre de canaux sodium, mais aussi le nombre de canaux potassium ainsi que leur perméabilité. Et donc, plus tu as une augmentation de l'aldostérone, plus tu as une élimination de potassium dans les urines et ainsi on aura alors une diminution du potassium dans le plasma. Autre mécanisme, si tu as une augmentation de la concentration plasmatique du potassium, tu vas également avoir une augmentation de l'élimination du potassium. Ok, troisième mécanisme. On reprend notre cellule principale et cette fois-ci on va s'intéresser au sodium distal, c'est-à-dire la quantité de sodium qui arrive au niveau du tubule collecteur. Imagine que tu as une grosse quantité de sodium qui arrive au niveau de tes urines et principalement au niveau de ton tubule collecteur
plus spécifiquement au niveau de la cellule principale. Que va-t-il se passer? Tu auras alors une entrée plus importante de sodium à l'intérieur de la cellule principale, avec pour compenser une sortie équivalente de potassium. Ainsi, on a une élimination plus importante de potassium. Pour résumer, si tu as un sodium distal qui est élevé, tu auras une diminution de la concentration de potassium dans le plasma, alors que si tu as un sodium distal bas, tu auras une augmentation de la concentration plasmatique de potassium. Très bien. Maintenant, on va passer à autre chose. L'alcalose métabolique. Celle-ci va augmenter la sécrétion de potassium, alors que l'acidose métabolique aiguë diminue la sécrétion de potassium. Pour bien retenir, je vais revenir sur les différents mécanismes de sécrétion du potassium au niveau rénal, et principalement au niveau du tubule collecteur. Un débit urinaire élevé va augmenter l'élimination du potassium. Un débit urinaire diminué diminue l'élimination du potassium. Pour l'aldostérone, l'augmentation de l'aldostérone augmente l'élimination du potassium. L'augmentation de la concentration plasmatique du potassium entraîne le même effet, augmentation de l'élimination du potassium. Pour le sodium distal, plus tu as un sodium distal élevé, plus tu élimines le potassium. Plus tu as un sodium distal bas, plus l'élimination du potassium diminue. L'alcalose métabolique augmente l'élimination du potassium, alors que l'acidose métabolique aiguë diminue son élimination. Et pour finir, on va passer à un dernier type de cellules au niveau du tubule collecteur, les cellules intercalaires. À gauche, tu as l'urine. Au niveau apical, on a deux pompes, H+, K+, ATPase et H+, ATPase. Si la concentration plasmatique en potassium diminue, ces deux pompes vont s'activer. Dès qu'elles s'activent, elles vont absorber le potassium des urines vers les cellules intercalaires, vers les vaisseaux. Ces cellules intercalaires permettent de diminuer l'élimination du potassium quand tu es en hypocalémie. En cas de réponse normale à l'hypokaliémie, tu devrais avoir une kaliurie inférieure à 15 mmol par litre. Et voilà, c'était le dernier point de ce chapitre, les cellules intercalaires. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.